suis toujours motivé par cette envie de changer cette situation et de changer le monde. Et je suis convaincu qu'on peut le faire. Et c'est quelque chose qui me pousse et je veux absolument que ça change. On ne peut pas continuer comme ça. C'est un travail continu presque, parce que la situation change. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut s'adapter, il faut répondre aux changements, aux nouveaux besoins et pousser à ce que tout le monde y participe. Et ça, c'est essentiel. Et c'est faisable, on peut le faire, mais il faut qu'on s'y mette ensemble. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. L'Asie du Sud-Est, voilà une région que j'adore. Et puis, il y a 7 ans de ça, j'y suis, Phnom Penh, Cambodge. La recherche d'organisation sociale pour ma fondation, EPIC. On est sur le terrain avec mon équipe et puis on rencontre un entrepreneur social, une personne exceptionnelle qui a décidé d'aider sa vie à ce travail social auprès de ces jeunes des quartiers et de cette ville. Je passe du temps avec lui et je suis ravi aujourd'hui, des années après, de l'avoir à mon micro. Il est né à Cherbourg, a grandi à Paris, au sein d'un milieu aisé auprès d'un papa français et d'une maman allemande. Aventureux, il a très vite un goût prononcé pour le voyage et à travers son service militaire, il découvre le Japon. Il tombe amoureux du Japon mais aussi du continent. Il finit par revenir en France au bout de quelques années, mais il ne lui faudra pas longtemps pour comprendre que sa vie se situe en Asie. Il s'arrête au Cambodge, il y reste et ça fait maintenant quasiment 30 ans qu'il y est. Il découvre les contrastes consternants entre les très pauvres et les très riches. Il décide de tout faire pour aider ces jeunes des rues. Et c'est ainsi qu'il va créer son association Friends International. Comment ? Il va nous le raconter aujourd'hui. Le temps d'une pause, il revient sur son parcours en nous parlant de son engagement pour la protection de l'enfance et du travail incroyable que son association fait chaque jour pour des milliers d'enfants à travers le monde. Bonjour Sébastien Marot. Bonjour Alexandre. Je te voyais me regarder quand je expliquais ton parcours, comme si tu te posais la question, mais est-ce que c'est bien moi tout ça ? C'est un peu ça, oui. C'est toujours étonnant d'avoir quelqu'un qui parle de toi. Comment tu vas ? Ça va bien. C'est des moments de transition pour l'organisation entre le Covid et l'après-Covid. C'est un peu difficile, donc je suis un peu fatigué, mais c'est toujours très intéressant. On reviendra dans l'explication de Friends. J'ai expliqué ça en introduction. Tu es né donc à Cherbourg. Est-ce que ta famille est normande, ton papa, ta maman, ou tu t'es retrouvé là à ce moment-là parce que c'était leur travail qui les a amenés à ce moment-là en Normandie ? Non, mon père est de Paris, ma mère est venue en au pair et a rencontré mon père à Paris. Mais mon père faisait son service militaire dans la marine et après était dans la marine marchande et donc basé à Cherbourg. Et c'est donc par accident que je suis né là-bas. Je suis très rapidement reparti sur Paris. Oui, donc marine marchande, puis après il est devenu entrepreneur puisqu'il était une entreprise de conseil d'entreprise. Ta maman, elle aimait les études, passait beaucoup de temps sur les bancs de l'école, étudiait les langues en particulier, allemandes. Elle parle combien de langues, ta maman ? Oh, elle parle l'allemand, le français et l'anglais couramment, bien sûr, mais elle a étudié le turc. Elle a une grande passion pour la Turquie, c'est ça ? Voilà. Ton papa entrepreneur, toi qui es aussi entrepreneur, pour le coup, social, quand tu as 15 ans, 16 ans, quand tu vois ton papa entrepreneur, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire ? À l'époque, l'entrepreneuriat n'était pas du tout en vogue. Tu te souviens, à 15 ans, ce que tu voulais faire comme métier, toi ? À 15 ans, je voulais être archéologue. Donc non, il n'y avait pas de... Ça, c'était peut-être même à 12 ans ou 10 ans, en fait. Oui, c'est ça. Hein. Oui. Depuis tout petit, c'était l'archéologie. Je faisais des fouilles, je grattais la terre dans l'Est. À quel moment tu t'es dit que ça n'allait pas être ton métier ? C'est vers la terminale, je pense, où je dis faut que je sois plus sérieux, mais en fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai jamais vraiment su jusqu'à quelques années après. Alors ça aussi, c'est important pour toute personne qui nous écoute. C'est vrai que parfois, on voit encore aujourd'hui, et c'est vrai que les crises
dont on parle du Covid et toutes les crises qui sont passées ces dernières années, ont aussi beaucoup bougé les gens ou influencé les gens qui se posent des questions, qui disent mais j'arrive à 40 ans ou même 50 ans ou 30 ans, mais est-ce que c'était vraiment ça que je devais faire Et c'est intéressant de voir que ces questions-là ne sont pas uniquement des questions quand tu as 18 ou 20 ans, c'est une question qui peut te suivre assez longtemps jusqu'au moment où tu trouves. Et c'est ça qui m'intéresse aussi avec ton exemple, c'est qu'à un moment ou à un autre, toi, voilà, tu t'es retrouvé à un moment, on en reviendra sur ce moment-là, qui a conduit tout le reste de ta carrière. Donc enfant, tu as été à l'école d'Écrolly. Alors là, c'est une école extrêmement progressive, expérimentale en termes d'éducation. Ça, tu penses que ça a eu une influence considérable par la suite, ou qui tu es aujourd'hui, ou pas tellement? Si, je pense que oui, parce que c'est à la fois une influence pour moi dans le sens où c'était quand même une liberté et la capacité d'explorer par soi-même et une indépendance dans l'éducation. Donc ça, je pense que ça valorisait l'indépendance, mais c'est aussi déterminant parce que la façon dont je définis les projets sur le terrain, centré sur l'enfant, l'expérience personnelle, etc., se retrouve. Je pense que ça, c'est fondamental. Oui. Lycée Victor Duruy, tu avais fait un crochet, tu parlais de l'Est de la France. Et là, je te retrouve à Sciences Po. C'est ce qui te paraissait le plus évident quand en terminale, tu t'es dit, mais en fait, l'archéologie, ça va pas le faire. Ne sachant pas quoi faire, j'ai essayé. Tu as postulé. J'ai postulé, j'ai passé à l'époque, c'est post-bac, hein, c'est directement un bac. Tu as un examen juste après le baccalauréat. Donc celui-là, je l'ai raté. Ah, quand même. J'ai fait une année de prépa et je suis rentré après à Sciences Po par la à l'époque, grande si je me souviens bien, je crois que si tu avais mention très bien au bac, tu pouvais rentrer directement. Oui, alors moi j'étais loin de la mention très bien. Je suis plutôt côté mention cancre. Donc, mais bon, voilà. Sciences Po accepte des cancres. Je ne sais pas si c'est encore le cas. C'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, si on passait le concours, oui, voilà, mais je l'ai bossé le concours. J'étais plus cancre à l'époque, c'était fini. Diplôme en poche, Sciences Po. À l'époque, il y avait le service militaire. Donc là, tu fais ton service militaire. Qu'est-ce qui te passe par la tête pour faire ton option à l'étranger? Tu ne te voyais pas aller dans un des camps militaires en France? Ça ne me disait pas trop et on m'avait parlé du volontaire service volontaire, VSCNE, national. Et pour moi, c'était beaucoup plus intéressant, évidemment. Tu as 22, 23 ans, tu te retrouves à Osaka, au consulat de France. Tu connaissais le Japon? J'avais voyagé en Europe beaucoup avec ma famille. J'étais le plus loin, c'était la Turquie pour revenir au l'amour de ta maman. L'amour de ma maman, mais j'ai eu très peur de partir si loin pendant si longtemps. C'était le grand départ. Donc j'étais un peu angoissé. Je me disais mais où est-ce que je vais débarquer? Et en arrivant. Et d'ailleurs, dans l'avion, ça se voyait apparemment parce que les hôtesses étaient super sympas, m'ont mis au fond et m'apportaient à manger et à boire en voyant ce pauvre petit Français partir tout seul. Loin de sa maman. Voilà, donc, et en arrivant à Osaka, en rentrant dans le taxi pour aller en ville, j'étais dans Blade Runner, le film, avec des publicités, de la lumière partout, ces tours, et ça a été... Ça a été magique, j'ai adoré immédiatement. Le service se termine, on imagine te revoir revenir en France, non? Tu restes là-bas? Alors je reste là-bas, je travaille pour une radio-télévision japonaise. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent comment on appelle d'ailleurs un nom japonais? C'est quoi un gaijin. Un gaijin, donc ils embauchent un gaijin comme ça? Ils embauchent le gaijin parce que Asahi Broadcasting Corporation ouvrait un bureau à Paris, en France, et avait besoin de comprendre et de mettre en place de la communication en français. J'étais, venant de l'ambassade, j'ai été choisi et c'était très très bien. Idéal. Ouais. Donc là, tu restes combien de temps? Quelques mois. En tout, je suis resté à peu près 6 mois. Donc là, non, je t'attends encore que tu reviennes quand même à Paris. Et non, là, je te retrouve avec ton sac à dos, seul, pour à traverser l'Asie cette fois-ci. Alors là, je traverse l'Asie. Je commence en Chine, à Beijing, où j'arrive, il fait -20. Avec une culture un peu différente. Une culture un peu différente. Et parmi les premiers à revenir après Tiananmen.
Et donc c'était très intéressant comme expérience parce que les gens étaient... Donc là on est en 1990, oui, c'est ça. 89, donc on arrive dans ces années où le monde est fermé encore. Donc tu arrives, tu es dans les tout premiers. Dans ce tour du monde c'était long, puisque c'était un an. Parti. Est-ce qu'il y a un pays qui t'a marqué ? Non, parce que tout était découverte. C'était inouï et constamment intéressant. Et j'ai voyagé que par train, bus, etc. Tout seul, hein ? Oui, enfin non. Tu rencontrais des gens sur les... rencontrais des gens, et puis j'avais des gens, une compagne qui m'a accompagné un peu plus longtemps. Là, enfin, tu reviens, Sébastien. On est en 1991. Là, tu as peut-être aussi besoin de commencer à gagner un peu ta vie, parce que là, ton tour du monde, il fallait quand même le financer. Là, tu arrives et je te retrouve dans un grand groupe, chez L'Oréal. Tu vas travailler dans quelle division de L'Oréal, au marketing ? J'ai travaillé pour le marketing L'Oréal dans un des groupes qui s'appelle la SCAD. Des produits publics ? Oui, grand public. Et donc, j'ai fait 1 an de route comme obligatoire. Et après, j'ai travaillé en marketing. J'ai appris des choses. Mais ça t'a pas forcément suffisamment rempli, on va dire ça comme ça, pour que tu dises que tu feras ta carrière chez L'Oréal. Donc au bout de 2 ans, tu vois la fin arriver, c'est ça ? C'est ça, je ne voulais plus rester. Et je voulais repartir sur le Japon. Donc je me suis entendu avec L'Oréal pour partir gentiment. Et c'était un départ consensuel, aidé financièrement, ce qui fait que j'ai pu avoir un peu d'argent de côté. Et cela m'a donné la possibilité de partir sur le Japon et de voyager avant. Et donc ça, c'est important. Tu n'avais pas suffisamment voyagé, tu as raison. Donc là, il fallait quand même continuer à voyager. C'est vrai. Il fallait continuer à voyager. Comment tes parents ont vécu ça, le fait que parce que là, tu ne pars pas en Allemagne ou en Italie. C'est à l'autre bout du monde, enfin, c'est assez loin. Comment... T'étais fils unique, toi ou Non, je suis le premier. Premier de combien ? De 3. D'accord. Donc... comment tes parents te voient partir avec la larme à l'œil ou... Je pense que mes parents n'étaient pas forcément très contents de me voir partir à nouveau. Ils étaient un peu habitués. Parce que depuis jeune, je voyageais beaucoup seul. Je prenais la carte Interrail à travers l'Europe. Je faisais des grandes virées en vélo avec les copains. Ils savaient que j'étais dans l'âme, un peu dans le voyage. Mais je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que je parte pour si longtemps. Quand tu pars là-bas, tu te dis je vais trouver un job là. Tu avais déjà une proposition de job. Alors, je partais à l'aventure. Juste avec un peu d'argent, une valise, et tu es reparti là-bas. Alors, ce que je voulais faire, c'était, avant d'arriver au Japon, prendre quelques semaines pour découvrir d'autres pays que je n'avais pas encore vus en Asie. Et j'avais le choix entre le Vietnam, le Laos ou le Cambodge. Et le Cambodge était l'Asie du Sud-Est. Le Cambodge étant dans les news avec les accords de paix de 92, on parlait beaucoup du Cambodge. Ça me semblait intéressant. Et donc, j'ai opté pour le Cambodge. Quand tu arrives à Osaka, tu nous en parles avec... des étoiles dans les yeux. Là, tu arrives à Phnom Penh, j'ai pas l'impression que les étoiles soient au même niveau dans tes yeux, en fait. C'était pas des étoiles du tout. C'était fascinant, mais c'était glaçant. Cette dureté, ça faisait peur. Il y avait pas d'électricité, ou très peu. Le monde, soyons clairs, pour les gens qui connaissent l'histoire, mais il y a eu quand même des années où tout s'est arrêté. Une dictature abominable, sanglante. Les Khmers rouges de 75 à 79, et puis après de 79 à 89, une occupation vietnamienne qui a été aussi extrêmement difficile. Très violente aussi. Et puis, depuis le début des années 90, un espoir de retour à la démocratie. Tu te retrouves dans un pays qui s'ouvre, donc qui tente de s'ouvrir. Et la violence et le traumatisme des gens est là. Et les gens ont des armes. Ils les portent et les utilisent. C'est d'une violence extrême. J'ai eu pas mal d'aventures un peu difficiles et très très violentes. C'était un pays dangereux. À quel moment tu te dis ça va être plus que 2 semaines? Parce qu'au début tu pensais rester 2-3 semaines. C'est ça. Il y a eu plusieurs choses qui sont passées. D'abord, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait. On m'a offert un job de prof dans une école. Prof d'anglais. De prof d'anglais.
ce qui est un comble. Et c'était juste pour, je pensais vraiment court terme. Les 2-3 semaines, c'était 2-3 mois. Mais c'est resté. Donc je suis arrivé le 1er avril 1994. Ce qui s'est passé très très rapidement, c'est que j'ai rencontré et j'ai vu les enfants en détresse dans la rue. Et c'est en fait en sortant d'un restaurant tard la nuit. Donc au Cambodge, tard la nuit, à cette époque, c'était après le coucher du soleil, 6h30. Après 6h30, il valait mieux pas être dehors. Et je suis sorti, il faisait sombre. Et deux choses sont arrivées en même temps. En sortant de ce restaurant qui était près du marché central, un grand bâtiment colonial français somptueux, je me suis tourné et sur ma gauche, il y avait 15-20 gamins qui dormaient sur des cartons. Et à ce moment-là, une voiture noire, vitre fumée passe et j'ai eu un déclic, j'ai eu une colère qui est montée. Bon, avec l'analyse, ma colère, c'était à la fois la justice sociale, ou l'injustice sociale en l'occurrence, les très riches et les très pauvres, et ça, j'ai toujours eu beaucoup de mal. Comment tu expliques que cette injustice, elle t'a toujours plus qu'agacé? Elle n'est pas acceptable à tes yeux. Tu n'as rien vécu de ce type-là? Un peu, parce que c'est vrai que du côté français, c'était voiture de luxe. Du côté allemand, c'était ouvrier pauvre. Oh. Donc je connaissais les deux. J'ai vécu à Sarreguemines, j'ai vu la détresse des gens, les mines fermaient, c'était dur. Donc Mais tes parents, ta maman, ta grand-mère, tes grands-parents, tu avais senti ça, t'as raconté ces moments-là, d'injustice, d'inégalité sociale? Mes grands-parents allemands, oui. Oui, c'est ça, allemands. Beaucoup. Et puis, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai eu j'ai eu des expériences comme ça où je voyais, j'en ai pleuré petit de voir des choses pas justes. Je crois que je sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est ancré depuis toujours. Il y a quelque chose qui est là. Ce quelque chose qui est là, il se déclenche. Ce soir-là, quand tu vois cette injustice la plus totale entre des gamins qui ont rien et cette voiture de luxe. Exactement. Qu'est-ce que t'en fais là? Je dis, il faut faire quelque chose. Ce que tu fais, c'est que tu leur apportes régulièrement de la nourriture. C'est un premier pas. Hein. Et ça dure combien de temps, ça? Ça n'a pas duré très très longtemps parce que rapidement, j'ai vu que ces enfants, ce groupe-là, d'autres étrangers venaient et les nourrissaient aussi. Et il y en avait au moins 3-4. Et que ces jeunes, j'ai calculé, hein, ils recevaient 8 repas par jour. Alors il fait très beau. Les étrangers viennent, leur apportent à manger. Et je dis toujours, c'était du room service. Et donc on gardait ces enfants dans la rue en leur donnant à manger. Et les garder dans la rue, donc ça partait d'un très bon sentiment. On était tous vachement sympas d'apporter à manger. Mais on les gardait dans la rue, on les gardait en danger. Et on ne les faisait pas avancer. Et j'ai réalisé ça assez vite, en fait, très très vite. Et c'est là où j'ai réuni ces autres étrangers. On s'est mis autour d'une table et on s'est dit, je leur ai dit, ce qu'on fait est dangereux, il faut absolument qu'on fasse autrement. Il faut vraiment les aider à se protéger, à sortir de cette situation. Aujourd'hui, on fait l'inverse. Et ils m'ont dit, tout à fait, c'est vrai. Donc là, tu te retrouves avec deux qui se font devenir deux amis cofondateurs que tu rencontres à ce moment-là, Barbara Adams et Mark Tuggeson. Comment, au départ, ça a été pris par la communauté locale? Raconte-nous un peu comment l'entrepreneur que tu n'étais pas est apparu. Alors, ce qui s'est passé, c'est je suis allé voir on a pris les enfants, on les a réunis, on a dit « Qu'est-ce que vous voulez, vous ?» Et ils ont dit « On veut un endroit où habiter et un endroit où apprendre. » Et donc, c'était la base de cette réflexion. Comme j'avais de l'argent de côté, j'ai dit bah, « ça, je peux le faire. Je vais ouvrir un centre qui soit à la fois un centre d'accueil et une école. » J'ai pris l'argent que j'avais de L'Oréal, j'ai loué un espace, je me suis dit « En 3 mois, je forme une équipe locale et je m'en vais. » Et c'est comme ça que ça a démarré. Mais ta question sur comment les gens ont vu ça. Les Cambodgiens, les jeunes étaient en demande.
Donc ça allait très bien. Les Cambodgiens étaient sortant de cette situation vachement difficile, étaient plutôt en demande d'aide et donc pas en rejet. Le problème, c'était plutôt les autres étrangers. Par réalisation plus tard, mais j'ai pas eu d'aide pour démarrer, j'ai pas eu d'aide avant 1996. Donc entre 1994 et 1996, j'ai tout financé moi-même. Tout seul. Tout seul. Pourquoi ? Parce que, normal, un homme étranger jeune qui monte un projet, qui est-ce ? Est-ce un pédophile ? Est-ce un illuminé de toutes sortes ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce que c'est cette idée ? Pourquoi ? Peut-on lui faire confiance ? Et donc, j'ai réalisé que toute la communauté internationale me regardait et se posait ces questions. Et je me poserai la même question aujourd'hui, évidemment. Et donc, c'était ce regard plutôt des étrangers qui était important à l'époque. Donc, août 1994, le premier centre est développé. Il s'appelle Mit Samlan. Vas-y, tu me le... Mit Samlan, oui. C'est les bons amis, donc en Khmer. Vous commencez avec 17 enfants. Tu fais des erreurs. Quelle est pour toi l'erreur qui te fait sourire aujourd'hui ? Moi, j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait faire. Mais l'important, c'est d'apprendre de ces erreurs. Et la première grosse erreur, c'est quand j'ai apporté à manger aux enfants. J'étais tout fier de préparer des sandwichs jambon-fromage. Et parce que, en plus, c'est très très cher. Le jambon et le fromage étaient très chers. Donc j'avais l'impression de vraiment faire quelque chose de très très généreux envers ces enfants. Et je leur apporte ces sandwichs et ils ouvrent, ils regardent d'un air dédaigneux ce qu'il y a dedans et ils jettent le fromage qui m'a coûté une fortune parce qu'ils n'aiment pas ça. J'ai réalisé très vite qu'il fallait faire très attention à comprendre avec qui on est, et comprendre leurs vrais besoins, d'autant que l'autre personne qui apportait à manger, lui, avait tout compris, avait préparé du riz et du poisson, qu'ils adoraient. Donc, très vite, ça, on apprend qu'il faut oublier ses filtres personnels et vraiment s'adapter aux besoins locaux. L'autre grande leçon, c'est les enfants me disent je veux un endroit, nous voulons un endroit où habiter et apprendre. Et ils me disent donc je loue cette maison, je leur montre et je leur dis bon alors où voulez-vous dormir à l'étage ? Et ils me disent nous voulons dormir sur les carreaux. Mon côté allemand s'est réveillé, a dit non, on peut pas dormir par terre, c'est pas hygiénique. Et donc je suis allé acheter des matelas en écoutant donc pas du tout ce que les enfants m'ont dit. Et les matelas, ils ont jamais servi. Pourquoi ? Parce que il y avait pas d'électricité, il trop chaud. Très très chaud. Le matelas est trop chaud, ça sent très mauvais très vite avec la sueur, les animaux dedans. Alors que dormir sur les carreaux, c'est frais. Et donc c'est encore une fois écouter mais pas entendre. Ton biais, en fait. Tu avais un biais qui était le tien, voilà. D'où tu venais. Maintenant, est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices, nos auditeurs, ce qu'est Friends ? Friends, aujourd'hui, c'est une organisation déjà sur toute l'Asie du Sud-Est, c'est plus seulement sur le Cambodge, et c'est une organisation qui aide les jeunes, les enfants, les jeunes et leurs familles à se reconstruire et à devenir indépendants. Donc, c'est les protéger dans l'immédiat, parce qu'ils vivent dans des situations terribles. Donc, la première chose à faire, c'est s'assurer qu'ils survivent et qu'ils soient dans des conditions de santé et de protection. Mais après, c'est très rapidement, c'est de reconstruire, de construire leur avenir. Et donc, c'est s'assurer que les petits puissent aller à l'école, donner du travail aux jeunes et reconstruire les familles pour que les familles puissent s'occuper de leurs enfants par eux-mêmes. Ça, c'est le fondamental de Friends. Après, ça se décline de façon différente sur chaque zone en fonction des problématiques propres à chaque pays, chaque ville. Donc, il y a des programmes drogue, il y a des programmes de santé reproductive. Tout dépend de la situation. Ce sujet de dire on va pas uniquement te donner un poisson, on va t'apprendre à pêcher, c'est un sujet majeur pour toi parce que c'est formation professionnelle, c'est vocational training. C'est quelque chose que toi, dès le départ, c'est la deuxième année, troisième année, tu t'es dit il faut absolument apprendre un métier à ces jeunes. Ce sont les jeunes qui m'ont dit ça eux-mêmes. Parce que quand j'ai ouvert le centre, le premier centre dont on a parlé, ils m'ont dit on veut apprendre.
moi, encore une fois, j'ai pris le filtre occidental et j'ai ouvert une classe avec des bancs et un tableau noir et un professeur grincheux qui leur donnait des leçons. Gna, gna, gna. Et c'est pour ça que très vite, ils sont partis. Ils ne sont pas restés parce que ce pas ceux qui voulaient apprendre. Donc, il y avait 17 ans jeunes le premier soir. Une semaine plus tard, 16 étaient partis. Et je me suis dit... je fais quelque chose, je pensais avoir tout juste et clairement j'ai tout faux. Donc je suis allé les revoir. Je leur ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et ils m'ont dit ton professeur grincheux là, ça nous sert à rien. Ce qu'on veut nous, c'est apprendre. Oui, mais apprendre un métier. Et c'est ça que j'avais pas compris. Et donc tout de suite j'ai compris qu'il fallait faire les classes, oui, pour les plus jeunes, mais que les enfants jeunes, par contre, les adolescents, c'était tout de suite vers le métier. Donc, j'ai tout de suite, rapidement transformé et ouvert des centres de formation. Quelle est la première formation que tu as ouverte ? La première formation était une formation de tissage, les nattes traditionnelles cambodgiennes. C'était une erreur grandiose parce que il faut 2 personnes pour faire des nattes. Alors, donc, ils ne pouvaient pas repartir chez eux tout seuls. Donc ça, c'était une bêtise. Mais j'ai été sauvé parce que très rapidement, les nattes industrielles venant de Thaïlande sont arrivées et l'industrie de la natte traditionnelle s'est effondrée. Donc j'ai dû réinventer très vite et j'ai ouvert mécanique et couture, qui étaient 2 marchés qui prenaient, parce qu'il y avait beaucoup de vélos, les motos arrivaient. Mécanique, ça semblait être tout à fait logique. Et couture, on voyait beaucoup de petits magasins s'ouvrir. Et donc, il y avait du travail. Par la suite, tu as ouvert beauté, salon de beauté, restaurant. Donc, c'est devenu une philosophie de banque qui avait un besoin, et besoins qui peuvent évoluer aussi avec le temps, entre le moment où tu l'as créé à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu vas former et tu formes ces jeunes. Ce qui est aussi très intéressant dans ton modèle, c'est que évidemment tu es une association. D'ailleurs, pour toute personne qui nous écoute, qui sont passionnés par ce que tu fais auprès de ces jeunes-là, ils peuvent évidemment trouver facilement toutes tes coordonnées, Friends International et Sébastien Marot, c'est très simple. Mais ce qui t'intéresse aussi, c'est de se dire comment tu vas sortir également de juste la demande de financement que tu dois faire et que de nouveau, qui est assez obligatoire quand tu es une association. Et là, tu te dis, il y a peut-être un modèle en trouvant un modèle économique. C'est pour moi assez logique. D'abord, je ne viens pas du milieu de développement, donc je viens plutôt du business. Pardon, tu ne viens pas du business, tu as passé 3 ans chez L'Oréal. Il y a peut-être 30 ans. Il y a plus business que moi, n'est-ce pas, par exemple. Mais ce n'était pas une logique... Oui. Voilà. Donc, après, quand j'ai ouvert en 95 les premières formations, je n'avais toujours pas de financement. Donc, tout l'argent venait de ce qui restait au début de l'argent de L'Oréal, après de ce que je pouvais prendre de chez mes parents, de mes amis, etc. Et puis, la nuit, je travaillais, je traduisais un journal du français à l'anglais. Et c'était mon revenu, parce que j'avais pas d'argent. Donc, c'était tout mon argent partait à faire fonctionner le centre. Or, une formation professionnelle est affreusement chère. Et pour moi, c'était donc absolument logique qu'on vende les produits faits en formation. Ça permettait de financer. C'est une logique pure. Et je me suis fait immédiatement attaquer par les associations environnantes en disant « Sébastien, mais tu es une association, tu es une ONG, tu ne peux pas faire du business. » Et j'ai répondu « Vous ne me donnez pas d'argent, moi je fais ce que je veux. » Et c'est comme ça que quelques années plus tard, on est venu me voir, d'abord la Skoll et puis la Schwab Foundation, le World Economic Forum, qui se sont dit « Sébastien, tu es un entrepreneur social. » Et j'ai dit « Ah, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. » Donc, mais c'était une logique liée aux besoins. Donc là, tu parlais de nouveau les gens qui ne connaissent pas très bien ce secteur du développement. On parle de Skoll et on parle de Schwab, qui sont 2 organisations très importantes, très reconnues dans le marché du développement mondial, qui, au bout de quelques années, en disant ça, ont reconnu, en fait, ont mis un tampon sur le travail exceptionnel que vous faites au quotidien. Mais de nouveau, ça paraît peut-être assez logique pour les gens qui nous écoutent. Je peux vous assurer que ça l'est peu. Déjà qu'on parte sur de la formation professionnelle, ça paraît évident dans un pays comme la France ou la Belgique ou la Suisse ou le Canada, mais en tout cas, c'est pas forcément la même chose ailleurs. Et deuxièmement, d'en faire un business. Donc, t'arrivais dans les années pré-Covid, où tu arrivais où ces revenus
qui était généré par le travail que faisaient les gens qui étaient en formation. On parle du restaurant, on parle de tous les produits que vous vendiez, du salon de beauté. Ça arrivait jusqu'à 40-45%. C'est à 50% de ton budget, c'est ça? C'est 45% de mon budget de l'organisation au total était couverte par nos revenus des business de formation. C'est quand même assez incroyable. C'est assez haut unique. Et assez unique. On a regardé un peu ailleurs et il n'y a pas d'équivalent. Tu te retrouves avec plus d'argent du tout parce que tu avais quand même tes traductions de la nuit, au bout d'un moment, ça ne générait pas suffisamment pour financer. Et tu te retrouves en 96, 2 ans après le début de cette merveilleuse aventure, sans rien, à 2 doigts de fermer. Et là, il y a... Est-ce que c'est une rencontre? C'est une fondation qui va financer? Fondation australienne, c'est ça, hein? C'est le gouvernement australien. C'est le gouvernement australien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déposé une demande au gouvernement australien, AusAid, et j'avais pas de réponse. Et un vendredi soir, je réunis toute mon équipe et je dis là, on n'en peut plus. J'ai plus d'argent, je suis crevé, je peux plus. On va fermer. C'est vraiment notre dernière ligne droite. On savait plus très bien quoi faire. Et puis le lundi, après le week-end un peu triste, AusAid m'appelle en me disant que mon dossier avait été accepté. Et donc c'est le début du financement, parce que en fait tous les donateurs attendaient qu'un premier se mette en ligne, et le premier a tiré d'autres. Deuxième, puis le troisième, et puis une sorte de mouton de panurge où les gens vont suivre. 1 mois après, c'était fini. On se parlerait pas. On se parlerait pas. Aujourd'hui, je serais au Japon. Tu le regrettes pas? Tu regrettes? Non. Non, l'aventure est fabuleuse. Je ne sais pas quelle aurait été mon aventure japonaise, mais je regrette absolument pas. Donc, je reviens sur la question juste précédente. On parle de l'Asie, tu lances à Phnom Penh, AusAid te finance. À quel moment tu dis, mais ce modèle-là, il fonctionne bien, je vais pouvoir l'amener ailleurs? Est-ce que tu as d'abord... tu as déjà ramené le modèle à Siem Reap, donc en Cambodge, ou est-ce que tu es d'abord allé à Bangkok, au Laos, au Myanmar? Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Là, on est en 96, ça y est, tu as un peu de financement. Quel est le moment où tu développes le second centre? Quelle année? Alors, ça a pris 10 ans. 10 ans. Pour monter le projet, pour monter mes équipes sur Phnom Penh, de monter le modèle lui-même. Bien sûr. C'est seulement après ces années-là que de travail, de fond, j'ai décidé de faire de Mitsamlang, le programme à Phnom Penh, une ONG locale. Et cela m'a permis de me concentrer sur le développement international avec un projet sur Siem Reap et un projet sur le Laos. C'est Laos après, ce premier pays. Premier pays de Laos. Et donc là, c'est à ce moment-là où tu changes, tu crées ce nom Friends International. C'est à ce moment-là. Exactement, c'est à ce moment-là. Donc ça s'appelait avant Mitsamlang Friends, parce que c'est la traduction anglaise. On a toujours utilisé des noms locaux pour que les enfants se reconnaissent et puissent s'en parler. Donc Friends ne veut rien dire pour un Cambodgien ou un Thaïlandais, donc on utilise les noms locaux. Mais c'est toujours Friends. C'est devenu international à partir du moment où on a commencé à ouvrir sur d'autres pays. Donc, pays aujourd'hui, Thaïlande, Laos, Myanmar, Indonésie. Cambodge. Donc, tu as ces 5 pays. Donc, c'est ces pays-là où tu gères directement des programmes. Ton budget est aux alentours de 6 millions d'euros à peu près. À peu près, oui. À peu près. Donc, c'est des budgets importants dans ce monde de l'humanitaire. Tu as aussi des partenariats dans d'autres régions, un peu plus compliqués parce que c'est pas toi qui les opères, mais là aussi, tu es dans un certain nombre de pays, une demi-douzaine de pays, c'est ça, du Kenya, l'Égypte? Exactement, toute l'Asie du Sud-Est, sauf Singapour, et après la Jordanie, l'Égypte, le Kenya, Mexique, Honduras, l'Inde. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est combien de jeunes que tu aides au quotidien? Quels sont les chiffres que tu as? Alors, aujourd'hui, j'ai les derniers chiffres, on est à 80 000 personnes avec lesquelles on travaille directement, c'est ces Friends, et à travers les partenariats... Donc 80 000, l'année dernière, c'est 80 000 personnes que tu as
aidé, qui sont passés par tes centres, qui on a rencontré dans les rues. Parce que vous faites du outreach aussi, c'est-à-dire que vous sortez dans les rues de ces différentes villes pour aller à la rencontre de ces jeunes femmes, jeunes garçons. Donc il y a tout un pan de maraude où nous allons à la rencontre des enfants, des jeunes dans les rues, dans les squats, là où ils se droguent, dans les prisons. Et donc il y a tout un travail de fond de protection qui se met en place. Et puis après, il y a l'éducation et la formation professionnelle. Et donc c'est 80 000 jeunes enfants individuels. Touchés. Dans ceux que vous avez formés professionnellement, c'est combien? Alors, pour la formation professionnelle, on a placé au travail 1500 jeunes l'année dernière. 1500 personnes ont été placées, ont un travail aujourd'hui. Oui. Donc, tu en as formé beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça, mais ceux-là, c'est ceux qui ont été placés. Et tu arrives à les suivre dans le temps? Oui, on les suit un minimum d'un an, voire en fonction des besoins, mais c'est souvent sur 3 ans. Et tu as des jeunes que tu avais, je pense à ces 17 jeunes de la première année. Tu en as quelques-uns, peut-être pas les 16 qui sont partis, mais tu en as quelques-uns qui te souviens de 95, 96, 97? Oui, et on a, on a des histoires, des histoires tristes et des histoires superbe. Il y en a un qui est devenu un des patrons d'ONG locales. Et ça, c'était très étonnant parce que j'avais pas réalisé que c'était son parcours. Il était passé par Friends et aujourd'hui, il est le chef d'une ONG assez importante. Pour avoir fait ces maraudes avec toi à Phnom Penh, la manière dont les gens vous voient arriver, vous êtes très accepté dans ces quartiers difficiles, dans ces squats. Pour toi, ça, c'est aussi une réussite. Ça n'a pas dû être comme ça tout de suite, je suppose. C'est le travail en continu. Ce qui est important, et c'est tout dans Le Petit Prince. Le Petit Prince, quand le renard explique au Petit Prince comment le Petit Prince doit venir apprivoiser le renard, c'est le travail social, c'est venir régulièrement, c'est se rapprocher petit à petit, et c'est surtout cette régularité et de venir souvent. Et dans beaucoup de cas, les gens nous voient arriver, ils disent bah, « vous êtes encore une ONG, on va vous voir disparaître demain », et on est là pour leur prouver que non. Et c'est en venant toujours régulièrement, en offrant des services réels, que cette confiance s'établit. Et aujourd'hui, au Cambodge, on est connu. Le logo, on est protégé par tout le monde, c'est automatique et ça s'est diffusé dans tous les autres pays où on opère. Sébastien, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît et qui t'apprécie de te poser une question surprise. On l'écoute. Salut Sébastien, très très content de savoir que tu es au micro de pause avec Alexandre. Avec le Covid, l'inflation qui maintenant touche quasi toute l'économie mondiale, forcément, donc la perte de dons, au passage. Qu'est-ce qui te fait garder espoir? D'où vient ta force? Merci et bon courage. Noah Kamala, qui est un camarade qui a été il y a quelques temps de ça à ta place sur ce podcast, qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus, garder espoir? Donc, la force d'un côté, comment tu fais pour garder espoir? La force, je crois que je suis toujours motivé par cette envie de changer cette situation et de changer le monde. Et je suis convaincu qu'on peut le faire. Et c'est quelque chose qui me pousse et je veux absolument que ça change. On ne peut pas continuer comme ça. Mais tu as vu des vrais changements? Est-ce que tu vois suffisamment de changements pour te donner ça? Parce que tu vois toujours autant de jeunes qui sont en grande difficulté dans les différents pays où tu travailles. C'est ça qui est très compliqué. C'est que le changement du système est possible, mais la situation déraille partout. Et de plus en plus, avec le problème climatique, c'est le nouveau gros problème, avec le nombre de gens qui vont être affectés directement et donc rendre leur vie difficile. C'est un travail continu presque, parce que la situation change. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut s'adapter, il faut répondre aux nouveaux changements, aux nouveaux besoins et pousser à ce que tout le monde y participe. Et ça, c'est essentiel. Et c'est faisable. On peut le faire, mais il faut qu'on s'y mette ensemble. Le découragement, c'est un... Découragement régulier. Régulier et des moments
où vraiment ça va pas, quoi. Et c'est pas le travail, c'est souvent extérieur. Tu te rends compte que les gens ne se rendent pas compte? Les gens se rendent pas compte, les gouvernements sont bloquants, les donateurs changent de politique comme de chemise, et c'est dur. Mais qu'est-ce qui fait continuer? C'est de voir les changements qu'on opère au niveau individuel. Moi, quand je vais dans un restaurant et qu'il y a un jeune qui vient à côté de moi et qui me murmure à l'oreille, moi j'étais un étudiant à Friends, ça change tout. Ça me donne le courage. Quand je suis déprimé, je vais dans les classes d'école de Friends, et notamment les petites, et je vois tous ces enfants-là qui dorment, qui mangent, correctement, qui sont nettoyés avant de rentrer chez eux, et qui sont heureux. Je les entends rire en partant de l'école, rire en venant à l'école. Bah ça... T'as ton shoot de bonheur. Oui. De bonheur et de positivité. Ce que tu as aussi analysé au fil des années, c'est qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Tu as identifié 3 gros problèmes dans le monde de l'humanitaire. Le manque de qualité des formations proposées aux enfants, la compétition problématique inutile entre différentes ONG, qui est réelle. La compétition, pour ceux qui ne sont pas de ce monde-là, existe aussi dans le monde des ONG, essentiellement parce qu'il faut trouver de l'argent et que parfois l'argent est limité. Et le comportement des touristes et étrangers qui veulent aider. Alors là, on part sur une optique très positive, mais tu te rends compte que parfois, je ne vais pas dire souvent, parfois c'était peut-être mal dirigé. Tu peux nous raconter peut-être comment tu as vu ça et comment, en plus de ton travail chez Friends, tu t'es dit, tiens, sur ces 3 thématiques, peut-être que même sur la concurrence ONG, tu as travaillé sur un consortium, sur une alliance, donc là aussi tu as fait quelque chose. Mais peut-être concentrons-nous peut-être plus sur cette partie qui est ces touristes qui viennent en disant, tiens, je vais prendre 3 jours, 1 semaine, 2 jours, ce qui était un peu ton cas, pas exactement comme ça, mais un petit peu d'une certaine manière, et qui vont faire, j'ai du mal à le dire, mais peut-être plus de mal que de bien. Ça part de mon expérience personnelle, puisque je l'ai fait moi-même. Bien sûr. Et donc j'ai réalisé très vite que en voulant faire les choses bien, ça part d'un très bon sentiment, on peut se tromper et faire des choses qui, en fait, sont extrêmement dangereuses. Et on a vu un changement depuis quelques années déjà dans le tourisme, où les gens veulent être non seulement consommateurs de la beauté d'un pays, mais aussi d'apporter quelque chose. Et ça part également d'un très bon sentiment. Et ne sachant pas quoi faire, c'est la question, c'est se tourner vers où. Et rapidement, les gens locaux ont compris l'opportunité et ont ouvert des business pour ça. Le business le plus connu, c'est les orphelinats. Des pays comme le Cambodge, il n'y a pas d'orphelins. Il y en a très très peu. Il y a assez de structures pour s'occuper des quelques orphelins qu'il y a. La guerre, c'est 79. Tout le monde est adulte. Mais on a cette conception du pays victime et donc des enfants abandonnés. Et donc on a envie d'aider et on va voir ces enfants. Donc ce qui s'est passé, c'est que des entrepreneurs mal intentionnés ouvrent des orphelinats pour que les touristes puissent venir et avoir cette expérience qu'ils demandent. Or, comme il n'y a pas d'orphelins dans le pays, on est bien obligé de trouver des enfants pour remplir ce centre, et on les prend aux familles. Donc on arrache les enfants aux familles pour les mettre dans un centre, pour que les touristes puissent venir avoir une expérience. Sans qu'eux se rendent compte que, en fait, ces enfants ont été arrachés. Et après, en plus, c'est la logique commerciale derrière. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des touristes heureux qui ont l'impression de contribuer et puis qui donnent de l'argent, évidemment. Donc le modèle économique, c'est quoi? C'est que mes enfants doivent avoir l'air pauvres, malheureux, un peu malades, et mon centre doit être un peu déglingué, les murs qui tombent en ruine. Comme ça donne envie aux touristes de donner de l'argent, et c'est ça l'objectif. Le touriste donne de l'argent. Or, je ne vais pas
réparer mon toit, je ne vais pas habiller mes enfants et les rendre plus les nourrir, etc., parce que je casse mon modèle économique. Donc, l'argent part dans la poche de ces gens mal intentionnés. Les victimes sont les enfants et les pigeons, c'est les touristes. Sébastien, j'ai envie de te proposer une deuxième pause amicale. On l'écoute. Bonjour Sébastien, Nathalie Sauvanet, responsable des solutions philanthropie de BNP Paribas Wealth Management. Friends International est soutenu par des donateurs et philanthropes de différents pays. Est-ce que tu vois une différence d'approche dans leur soutien? Et est-ce qu'avec la Covid-19, tu vois une modification de leur comportement? Merci. Nathalie Sauvanet, qui travaille pour une grande banque, BNP Paribas, et qui gère justement tous ces sujets de philanthropie. Alors, il y a certainement une différence de culture entre les pays anglo-saxons et la France. Il y a beaucoup plus de fondations qui sont montées aux États-Unis et c'est devenu un véritable... une industrie énorme de cette contribution. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, après, ce n'est pas forcément par pays, mais c'est par type de donateurs. Les privés, c'est un travail différent, c'est-à-dire que le privé, une fondation ou un donateur comme un gouvernement sont trois donateurs complètement différents et c'est à peu près les mêmes dans chaque pays. C'est la façon dont les donateurs structurent leurs dons et demandent qu'est-ce qu'ils attendent de nous comme information pour pouvoir donner et qu'est-ce qu'ils attendent comme information pour justifier. Et ça, c'est complètement différent par type de donateur. Après, chaque pays, c'est à peu près la même logique. Donc tu dis que ce soit un particulier, que ce soit une entreprise ou que ce soit un gouvernement, que ce soit le gouvernement français, allemand ou américain, ça va être à peu près la même demande, la même chose pour les familles. À peu près la même chose. Les crises? Les crises, alors... Après le Covid, il y a eu, pendant le Covid, il y a eu des dons de soutien énormes parce que c'était l'urgence. Les gens avaient besoin de manger. Maintenant, en Asie, les gens vivent au jour le jour. L'industrie du textile, l'industrie du tourisme s'étant effondrée, les revenus avaient disparu, les gens mouraient de faim. Après, si en plus il y avait les fermetures de zones entières pour des raisons de santé, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait plus travailler, les gens n'avaient plus à manger. Donc il fallait faire de la distribution d'urgence massive. Et on a eu de la chance parce que beaucoup de donateurs ont répondu présent. Que ce soit les donateurs institutionnels, les privés, les fondations, tout le monde a été très flexible dans la plupart des cas en disant « Ok, on y va, on change notre soutien, on rajoute de l'argent parce qu'on voit le problème. » Et ça nous a aidés à tenir pendant le Covid et à soutenir tous ces gens. Maintenant, cette urgence a disparu. Sauf qu'elle n'a pas vraiment disparu, parce que l'urgence s'est transformée, comme disait Noah à l'instant, c'est une urgence économique maintenant. Avec l'inflation, c'est très très dur. Des pays comme le Laos, l'inflation a été galopante. C'était tragique. Et ça continue aujourd'hui. Et dans des pays où c'est le revenu quotidien, c'est immédiat, ça se sent. Donc ça continue, mais les donateurs ne sont plus là. Et les donateurs européens ont été redirigés par les événements. La Turquie, évidemment, et puis encore plus l'Ukraine, qui a été un problème, qui est un problème essentiel. Ça se comprend, mais c'est vrai que l'Asie le ressent très directement. Ce que tu vois là, c'est qu'en globalement, quand il y a 100 euros de donation, il n'y en a pas 200. Donc, à bout d'un moment, ces 100 doivent être répartis. Et quand tu as de l'urgence, ce qui était votre cas, vous en Asie, pendant les années Covid, vous allez avoir un peu plus de financement, mais dès qu'il y a des crises qui dépassent cette crise-là, donc il y a des crises d'urgence, c'est ce que tu décris avec l'Ukraine en particulier. Tout à l'heure, tu me parlais de ce jeune qui passait sur la formation de Friends et qui est aujourd'hui président d'une association. Tu as une autre histoire que tu trouves très emblématique du travail qui a été effectué par tes équipes? Il y a une jeune fille
qui venaient dans nos centres. Donc on avait un centre de jeunesse en plein milieu d'un des plus grands squats de Phnom Penh. Et ce centre de jeunesse, en fait, on l'avait créé de telle façon à ce que les jeunes soient en charge. Et ils avaient décidé de faire des spectacles pour la communauté, pour expliquer les problèmes de santé reproductive. Et ils se sont posé la question, comment faire? Et ils se sont dit, par la musique et la chanson. Donc ils ont chanté. Et on a enregistré une cassette qu'après on utilisait aussi. Et cette jeune fille a trouvé que finalement chanter, c'était vachement bien. Et elle avait une belle voix. Et elle est devenue une des plus grandes stars du Cambodge. Et c'est super, elle est venue pour notre anniversaire il y a quelques années et a chanté pour les enfants de la génération suivante. Et elle n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié. Et ça, c'est super. Comment tu arrives à te projeter dans ce que tu as construit et ce que tu veux continuer à construire, vu que tu n'as pas de modèle économique maximum à 50% de tes revenus? Comment tu arrives à te projeter? Alors, moi, j'ai un problème de fond qui est très personnel, qui est que j'ai toujours été sous contrat local. Donc, je n'ai pas de retraite. Je suis donc obligé de travailler très longtemps. Je ne vais pas avoir le choix. Ça va être la réalité. Et ton épouse, pareil, je suppose. Mon épouse, pareil, qui est aussi une entrepreneuse sociale. Donc, là, c'est les marots, là... Les marots, le maraud, il va devoir travailler longtemps. Ça, c'est une chose. Après, c'est dangereux de lier une organisation à une personne. C'est un peu le cas avec toi, quand même. C'est malheureusement difficile de ne pas. Et c'est la fragilité des organisations en général, c'est que ça dépend souvent d'une personne. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a énormément des gens brillants, des nouvelles générations qui arrivent. Eux ont besoin de leur place. Et ils ne sont pas là pour forcément reprendre mon travail. S'ils sont super brillants, ils vont vouloir faire le leur. Et tel que je le vois, les années qui viennent là, maintenant, c'est d'être encore plus, en soutien à ces jeunes pour développer leurs propres idées et créer la prochaine génération. Parce que, comme ça, on multipliera par 10, 20 ce que fait Friends, parce qu'il y a 10, 20 personnes qui prennent le relais. Et tu vois déjà cette nouvelle génération dans tes équipes, tu les vois, tu peux imaginer? Pas seulement dans les équipes. Sur le terrain. On a tout un programme d'incubation. À la fois de jeunes Cambodgiens, non pas forcément de très très pauvres, mais des jeunes, pas aisés, mais qui ont des idées, qui ont fait des études, mais qui viennent avec une idée de business. Et ça, on les aide à démarrer ça. Et maintenant, des jeunes qui veulent démarrer une entreprise sociale ou une ONG pure et dure, et on les aide à créer ce concept, à le mettre en place. Mais ça n'empêche pas que toi, l'attachement de Friends à Sébastien Friends n'est pas prêt de s'estomper. Je crois que malheureusement, c'est la logique du secteur, souvent. Sébastien, je te propose maintenant une dernière pause amicale. On l'écoute. Salut Sébastien, c'est Nicolas Crosta, j'espère que tu vas bien. J'ai une question pour toi. Quand tu repenses à toutes ces années de travail extraordinaire que tu as fait avec tes équipes au Cambodge, en Asie du Sud-Est, quelle est la chose de laquelle tu es plus fier et quelle est la chose la plus importante qui te reste à accomplir? Merci, ciao. Question de mon ami Nicolas Crosta, Nicolas que j'aime beaucoup et tu le sais, puisque c'est avec Nicolas qu'on est venu la première fois te voir il y a 7 ans de ça sur le terrain à Phnom Penh. Nicolas qui travaillait à l'époque, qui était responsable du programme chez Epic. Depuis, il est devenu entrepreneur. Ça aussi, ça a été un choix et une évolution chez lui, puisqu'il est président fondateur d'une entreprise qui s'appelle Impact 46 et il est aussi président ou directeur, c'est sa femme qui préside une organisation sociale que tu connais qui s'appelle Bandek, qui est justement pas au Cambodge, mais qui est en Thaïlande, à Chiang Mai. Qu'est-ce que tu réponds à notre ami Nicolas? Une chose qui te rend le plus fier. C'est très difficile.
Sans doute ce concept des agents Child Safe. Les agents Child Safe sont des gens dans les communautés qu'on identifie et qu'on forme et qu'on soutient à protéger les enfants et les jeunes. Et en fonction de là où ils sont et de leur parcours personnel, on peut les spécialiser sur certains domaines. Par exemple, on a des agents pour la drogue, qui travaillent directement avec les drogués, souvent eux-mêmes des anciens drogués ou des drogués d'aujourd'hui, dans la prostitution, dans les enfants de la rue, et on les soutient à protéger ces enfants. Et ce réseau de bénévoles, parce qu'on ne les paye pas, qui sont là nuit et jour, là où nous ne pouvons pas être quotidiennement. Ça permet de créer un réseau de protection en continu qui est facilement réplicable. Donc on a déjà beaucoup de partenaires ONG qui le répliquent dans d'autres pays. Et ça fait une énorme différence dans le quotidien de ces enfants. Et c'est pour moi l'avenir. Et qu'est-ce qui te reste à accomplir? Parce que tu me parles de l'avenir, est-ce que tu penses que c'est ça? Qu'est-ce qui te reste à accomplir? Qu'est-ce qu'il me reste à accomplir? Il me reste à accomplir pas mal de choses. Il me reste à accomplir à passer à l'échelle suivante avec des projets comme le réseau d'ONG et le réseau Child Safe, qui pour moi sont des réponses systémiques aux problèmes. C'est en changeant les systèmes et en construisant des nouveaux systèmes qu'on trouvera des solutions. Et ça, pour moi, il y a une opportunité énorme et beaucoup encore à faire. Je vous propose maintenant une pause musicale. Sébastien, quelle est ta chanson culte? Les Sisters of Mercy, Black Planet. On va en écouter un extrait. Sébastien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.